Bienvenue sur FAI TV avec une nouvelle séquence pour passer l'intersaison. On va se lancer dans une séquence classique, mon cher Steve. FAI TV classique, hein, vous savez qu'on a cette rubrique historique dans la partie droite du site internet, de la page d'accueil, mais également très présent, enfin, le FAI classique, le cahier FAI classique dans le magazine, FAI Magazine. Et ici, nous sommes devant une splendide voiture, une March 701, moteur Cosworth, année 1970, pilotée par Jackie Stewart à l'époque pour le compte de Team Tyrrell. Et on va commencer cette série justement se consacrer au triple champion du monde de Formule 1, en hommage un peu à Sébastien Vettel, hein, qui a réussi la Triple Crown cette année. On va commencer cette série précisément avec Sir Jackie Stewart. F1 ITV, mais F1 ITV classique. Cette fois-ci, nous allons vous parler de Jackie Stewart, immense champion, 3 fois champion du monde. Pierre, toi tu le connais bien, j'imagine. Hein? On a fait l'interview dans le dernier numéro, hein, c'est notre grand témoin du dernier F1 Magazine. Donc, Sir Jackie, il est présent, il est omniprésent, franchement, sur la F1, depuis toujours. Et c'est assez extraordinaire quand même d'avoir un champion du monde, un triple champion du monde, puisque c'est la thématique de notre première série F1 ITV version classique. Un triple champion du monde qui est resté à ce point présent, impliqué dans le sport, alors qu'il a quand même pris sa retraite il y a 40 ans, hein, en 73. Hein, donc, En 73, il a pris sa retraite, mais il a été précurseur à bien des égards, c'est-à-dire qu'il a été le premier à voir l'intérêt d'avoir du networking au niveau des multinationales. Et depuis lors, il a toujours été actif au niveau commercial dans la Formule 1. Il n'a jamais été absent. Et aujourd'hui, encore plus que jamais. Hein. C'est vrai que on dit de lui que c'est le premier véritable professionnel. C'est-à-dire que à l'époque, la F1 des années 60, c'est quand même un sport. C'est pas un sport amateur dans le sens péjoratif du terme, mais c'est un sport de gentleman, quoi. C'est un sport de gentleman driver. C'est très britannique les années 60. Hein, à part la Scuderia Ferrari, quasiment toutes les équipes, tous les constructeurs sont anglais, ou en tout cas basés en Angleterre. Et ça se passe vraiment dans un milieu très anglo-saxon, même s'il y a effectivement Ferrari et quelques rares pilotes français ou italiens et autres. Alors c'est vrai que la carrière de Stewart est marquée par ce professionnalisme exacerbé, parce qu'après sa carrière de pilote de F1, il a continué, comme tu le dis, avec des multinationales, avec Rolex, avec Ford, avec Moët & Chandon, avec Goodyear, etc. Il avait des rapports très développés qu'il a entretenus et qu'il entretient toujours aujourd'hui. Hein. On le voit dans le paddock maintenant, à commencer avec Jenny, Business Exchange, la plateforme du Lotus F1 Team. Il est très présent et il est très crédible dans ce rôle d'ambassadeur où on le voit promener les sponsors, expliquer la F1 et mettre en valeur quelque part le sport qu'il a enrichi lui. Ce qui est amusant, c'est qu'il me dit souvent qu'il a évidemment gagné beaucoup plus d'argent après sa carrière en prenant beaucoup moins de risques qu'à l'époque où il courait, parce que ce qui caractérise aussi sa carrière, Ziv, c'est évidemment la croisade sécuritaire. Hein. C'est Stewart le premier qui a mis le doigt sur le fait que c'était indécent de continuer à prendre des risques pareils. Tout à fait. D'abord, c'était un immense pilote, Pierre. Hein. C'était un type qui avait un talent naturel formidable, et tout le monde le disait à l'époque. C'était un natural, hein. C'était vraiment un formidable pilote. Et d'ailleurs, il a gagné 27 Grands Prix en 99 courses, ce qui est une statistique qui tient toujours aujourd'hui. Absolument. Que Vettel ne battra pas. Hein. Il en est très fier. Voilà, c'est un des rares voilà. Records qui tient voilà, toujours. Sébastien, il a 26 victoires et pas 27, et il a passé le cap des 100 Grands Prix. Voilà, ça c'est fait. Voilà, ceci dit, donc voilà, Stewart, c'est un monument pour ceci. Et puis, suite à un accident qu'il a eu à Francorchamps, un accident où il a failli perdre la vie, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des grandes carences au niveau sécurité sur les circuits, et ça a été le premier à se lancer dans cette croisade. Absolument, parce que ça se passe au Grand Prix de Spa en 66. Hein. Stewart débute en F1 en 65, après avoir gagné le championnat britannique de Formule 3 l'année précédente, sur les petites coupes BMC de Ken Tyrrell, hein, des voitures à 1000 cm3. Mais à l'époque, les Formule 1 ne faisaient que 1500 cm3, ce qui sera le cas d'ailleurs dans pas longtemps. Mais il n'y avait pas de turbo. Et donc il passe chez BRM en 65, et dès sa première saison, il est dans le coup, il gagne le Grand Prix d'Italie à Monza. Bon, donc il est tout de suite établi comme un pilote de F1 à part entière. En 66, changement de réglementation, on passe au moteur 3 litres.
Et le début de saison est un peu chaotique parce que les moteurs sont pas prêts. Parce que avec BRM, ils ont ce moteur 16 cylindres en H qui est quand même assez original, on va dire, hein, pour le moins créatif. Et ils courent avec ça, notamment à Spa. À Spa, il y a des trompes d'eau le jour de la course. En réalité, les trompes d'eau, il y a un orage qui se déclenche et donc ils partent à peu près sur le sec. Ils arrivent à Malmedy, il y a un rideau de flotte qui leur tombe dessus. Et là, évidemment, c'est un roulable. Quand on imagine en plus l'ancien tracé de Francorchamps, mon cher Ziv, à cette époque-là, les vitesses au milieu des atteintes. années 60, voilà. Incroyable, bon, c'était super rapide, et il se retrouve donc contre un poteau télégraphique retourné. Il sent l'essence lui tomber dessus. Il s'attend à ce que la voiture prenne feu d'un moment à l'autre, comme il arrivait à cette époque-là, et ça n'arrive pas. En plus, une fois qu'il a été extirpé de son cockpit, semblerait-il, l'ambulance se perd en route vers l'hôpital. Les secours étaient en dessous de tout, effectivement. Et il aurait pu mourir 3 fois en chemin. Il réalise à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose. Et je pense vraiment, sincèrement, qu'il y a pas mal de pilotes qui lui doivent la vie parce que, à l'époque, c'était très mal vu de se battre pour la sécurité. On disait que c'était un sport d'homme, donc il fallait pas parler de sécurité. C'était le temps des chevaliers. Et lui, malgré tout, il s'est battu pour la sécurité de tous. On disait que c'était un lâche à l'époque parce que voilà, c'était une petite nature. La mentalité de l'époque est quand même incroyable. Mais bon, on est encore dans cet esprit comme tu dis, de chevalier. On n'est pas très loin de l'après-guerre. Finalement, c'est les pilotes de chasse qui courent sur terre, quoi. Mais c'est un peu la même mentalité. Bon, ça évolue effectivement suite à cet accident à Spa. Où donc il prend conscience non seulement que c'est dangereux, que le circuit est complètement anachronique, mais aussi que l'infrastructure sur les circuits n'est pas du tout opérationnelle, quoi, que on peut se blesser gravement et ne pas être traité justement parce que l'infrastructure n'est pas en place. Donc avec Sir Alfred Owen, qui à l'époque est son employeur chez BRM, il crée un medical unit, une sorte de petite cellule chirurgicale qui se déplaçait de Grand Prix en Grand Prix, sous la houlette du GPDA, le Grand Prix Drivers Association, dont Stewart est devenu évidemment le porte-parole et le fer de lance. Oui, et puis à un autre niveau, Stewart a marqué son époque parce qu'effectivement, il était hyper lié à Ken Tyrrell. Cette association est devenue légendaire. Les voitures bleues aux couleurs elf, c'est Stewart, c'est Ken Tyrrell, et c'était une association qui a marché du tonnerre. Ils ont ensemble remporté 3 titres. Et puis aussi, j'aimerais bien parler de sa relation avec celui qui devait lui succéder. En tout cas, il avait vraiment l'impression que c'était son élève, c'était François Sever. Mais avant de parler de Sever, effectivement, Stewart a été sacré uniquement sur des voitures bleues, avec Ken Tyrrell, mais pas toutes des Tyrrell. Non, bien sûr. Le premier titre mondial, c'est quand même avec une Matra, c'est quand même une voiture française, c'est la première fois qu'une voiture française est championne du monde. Je ne vais pas dire l'unique fois, parce que bon, les titres de Fernando Alonso sur Renault, pour moi, c'est pas vraiment des voitures françaises, c'est des Renault made in Enstone. Voilà. Mais à l'époque, le châssis Matra était complètement révolutionnaire. C'était des technologies qui venaient de l'aéronautique. Et Stewart s'impose. Il passe de BRM à Tyrrell, il revient chez Tyrrell, puisque c'est chez Tyrrell qu'il avait débuté en Formule 3. Et il amène Tyrrell en F1, parce que Tyrrell ne courait pas en Formule 1 à l'époque, il courait en Formule 2 pour Tyrrell, dans les années 66-67, avec Jackie Hicks notamment, sur les Matra déjà. Et puis il décide de convaincre Matra de passer en Formule 1, avec un moteur Cosworth, parce que Stewart était convaincu que le Cosworth c'était la bonne solution. Et ça fonctionne. Déjà en 68, il joue le titre. En 69, avec la Matra MS80, il domine la saison de façon outrageuse, exceptionnelle. Et comme tu dis, Ziv, il y a cette relation, ce binôme Jackie Stewart et Ken Tyrrell qui marque une époque. Il a 3 titres de champion du monde en 5 ans. C'est toujours les années impaires qui lui réussissent, Jackie. Et pour cause, en 70, c'est la séparation avec Matra, parce que Matra veut imposer absolument le moteur V12 dont les Anglais ne veulent pas. Donc ils sont obligés de passer par cette marche qu'on a vue en début de séquence. Et il est le seul à l'imposer, cette marche. Gagner, c'est vrai. Et puis en 72, donc entre ces 2 couronnes mondiales sur Tyrrell, il a une année un peu difficile parce qu'il a un problème de santé, un ulcère à l'estomac. Il court un peu tous les lièvres à la fois, puisqu'il va également courir aux États-Unis en Can-Am, un championnat qui était très
comment dirais-je, bien attrayant, rémunéré. Voilà, oui. Très attrayant pour les pilotes de l'époque. On ne se rend pas compte non plus tout à fait que la Formule 1 à l'époque n'était pas la panacée, que les courses d'endurance ou les épreuves américaines comme la Can-Am comptaient au moins autant dans le calendrier que les Grands Prix. Et puis en 73, donc, il s'impose donc son 3e titre, tout en ayant décidé en début de saison de prendre sa retraite parce que vraiment il trouvait que ce sport était devenu très très dangereux. Et il apprenait le métier à François Sever qui était un magnifique athlète, qui était un type formidable, qui avait énormément bourré de talent et qui attendait dans l'ombre de Stewart que son heure arrive et qui malheureusement se tue le 6 octobre 1973 à Watkins Glen. C'est un drame parce que ça devait être le 100e Grand Prix de Stewart et 100e et dernier. Et dernier Grand Prix, l'apothéose. Et bon, ça se termine très très mal, de manière tragique. Et bon, c'était une manière de... On pensait à François Sever, qui avait vraiment un gros potentiel et qui est décédé très jeune alors qu'il n'avait gagné qu'un Grand Prix. Sever, c'était effectivement du charme, du charisme. C'était une star. C'était d'abord un physique de star, et puis, comme tu dis, un athlète et un pilote très doué. Mais c'est lui qui amenait Brigitte Bardot, Mylène de Mongeau sur les circuits. Je peux vous dire que ça faisait la une de Paris Match. Mais à côté de ça, c'était effectivement un très grand champion. Et Stewart s'est rendu compte au fur et à mesure, parce que depuis 71, ils sont ensemble, même fin 70, et que Sever a un vrai potentiel. Et Sever se met à ce moment-là dans la position de l'élève avec le professeur. Et en 73, on se rend compte que l'élève est en train de rattraper, si pas rattrape le dépasser. maître ou dépasse le maître. On se souvient de quelques Grands Prix en 73 où Sever reste deuxième sagement. En tout cas au Nürburgring, par exemple, mais où on sent qu'il a les moyens de le passer et de gagner. Mais il ne le fait pas, parce qu'il y a aussi cette attitude à l'époque qui était assez chevaleresque également. Et puis, s'il nous reste encore une minute ou deux, c'est Stewart aussi, il a fait gagner une voiture portant son nom. C'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que dans la suite de sa carrière, Stewart, dans sa reconversion, on a parlé de son rôle dans les relations publiques, puisqu'il était très lié à McCormack, au groupe IMG, qui a fait de lui une star aux États-Unis, à la télé, etc. Et par la suite, dans les années 90, il a aidé son fils, Paul Stewart, à courir d'abord jusqu'en Formule 3000, pas mal. Et puis, il avait créé cette écurie Paul Stewart Racing pour faire courir son fils, mais qui a également fait courir de nombreux pilotes, notamment écossais. On pense à Dario Franchitti ou à David Coulthard, naturellement. Oui. Et puis surtout, c'est devenu une écurie de Formule 1 sous le nom de Stewart Grand Prix en 96, avec le soutien de Ford, puisque Jackie était historiquement très lié à Ford. Et cette équipe, qui a quand même été bâtie au départ de l'équipe Paul Stewart Racing de Formule 3 ou de Formule 3000, eh bien, elle s'est imposée en F1 à la 3e année, mais Barrichello est déjà 2e à Monaco la première saison. Donc, je veux dire, c'était sérieux, c'était une équipe très sérieuse, et il remporte une belle victoire. Oui, un doublé, non pas un doublé, mais deux sur le podium. 1 et 3, ils font 1 et 3. Nürburgring 99. Et Johnny Herbert gagne le Grand Prix sous la pluie, et c'est magnifique. Donc, Jackie Stewart gagne également en tant que constructeur. Sur le podium. Sur le podium, c'est un grand moment. Voilà. Même si il doit céder finalement son équipe l'année suivante à Ford, qui était son bailleur de fonds. Oui, tout à fait. Bon, il empoche énormément d'argent au passage, donc c'est magnifique. Ça, on peut lui faire confiance, il est écossais. Écossais comme il est, et il reste vraiment un personnage dans le paddock, une légende vivante, et c'est toujours un plaisir de le rencontrer. Il faut se souvenir que Stewart Grand Prix devient donc Jaguar Racing en 2000, puisque Stewart cède les rênes de l'équipe à Ford, qui la rebaptise Jaguar Racing. On sait que Jaguar, ça n'a pas vraiment été une réussite pendant 3 ou 4 ans. Et puis, eh bien, c'est Red Bull qui reprend l'affaire. Donc l'équipe Red Bull Racing actuelle, c'est au départ Stewart. Il doit quelque chose à Jackie Stewart. Paul Stewart Racing, c'est l'usine Hamilton Keynes, c'est là, qui a d'ailleurs été rachetée à Arrows. Moi, j'ai connu cette usine à Hamilton Keynes, enfin, pas tout à fait la même, mais au même endroit, à l'époque où Arrows était installé, à l'époque de Jackie Oliver, Alan Rees, dans les années 80, où moi j'ai travaillé pour eux, et c'était déjà Hamilton Keynes. Stewart a installé Paul Stewart Racing dans les ateliers d'Arrows au milieu début des années 90, quand Arrows a été repris par Walkinshaw, par TWR, et puis finalement, voilà, on est resté. Pourquoi Milton Keynes et Red Bull Racing aujourd'hui? À cause de cette historique. Donc on boucle la boucle des triples champions du monde finalement entre Jackie Stewart, effectivement le premier, si on tient pas compte de la chronologie tout à fait, et Sébastien Vettel, le triple champion du monde actuel. Voilà. Oui, donc Jackie Stewart est un winner et il a
donner son héritage à d'autres Qui sont des winners qui également. continuent à gagner. Donc, formidable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Sir Jackie Stewart, hein, sans doute le plus, comment dirais-je, le plus prestigieux, le plus connu hein, de ces triples champions du monde. Mais on continue la série. Ce sera la semaine prochaine sur F1 ITV.